Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature qui sera consacrée aux 3 livres Galaxy's Edge, à savoir A Crash of Fate, Myths and Fables et surtout, le plus attendu des 3, Black Spire. Je suis Francis et pour discuter de tout ça aujourd'hui, je suis accompagné de Cécilie. Bonsoir Cécilie. Salut. Donc si on passait tout ça au WhatsApp, quoi de neuf côté Star Wars ces temps-ci Cécilie? Pas grand-chose honnêtement, à part la lecture de Black Spire puis de A Crash of Fate. J'ai pas vraiment grand-chose côté geek ni Star Wars. J'ai été pas mal occupé. Ouais, c'est déjà pas mal, écoute. Moi, de mon côté, ça ressemble à toi, effectivement. Évidemment, il y a le 2 de ces 3 livres-là. Il y a aussi le 3e qui est un recueil de fables, donc Myths and Fables. De mon côté, j'ai aussi attaqué la lecture de Most Wanted en version française, qui est sortie dernièrement chez Pocket, donc qui a été traduit en Mort ou Vif. Et que j'avais bien apprécié quand on avait fait notre critique là, il y a un an environ de ça. Et j'ai eu l'heureuse surprise de lire un comics de la série Age of Resistance que j'ai bien aimé. En tout cas, qui m'a surpris, qui m'a grandement surpris, c'est celui sur le Supreme Leader Snoke. Donc je m'attendais absolument à rien parce que le reste de toute la série Age of, c'est pas terrible. Et à ma grande surprise, celui-là, étonnamment, on apprend quand même beaucoup de stock sur Snoke, quasiment plus que dans tout ce qu'on avait sur Snoke jusqu'à maintenant. Donc les 2 films, les 2 adaptations en roman, et à part ça, qu'est-ce qu'on avait sur Snoke? Vraiment pas grand-chose d'autre que ça. Non, c'est pas grand-chose. Donc j'ai trouvé ça pas pire. Sur Snoke et aussi sur Kylo, parce que c'est un peu sa relation avec Kylo, c'est sans spoiler, c'est le moment où il l'entraîne quand Kylo est, mettons, adolescent un peu, là. Pas trop longtemps après qu'il ait quitté Luke, donc c'est bien intéressant, je conseille à tout le monde d'aller lire ça, c'est une petite lecture rapide, puis quand même quelques surprises, là, moi, puis ça me fait me poser des questions pour le film à venir en décembre, donc dans ce temps-là, ça vaut la peine quand même. Sinon, c'est pas mal ça côté WhatsApp. Quelques rappels avant de passer dans le vif du sujet. On vous invite à écouter nos plus récentes émissions Star Wars en direct, spin-off série. Donc, plus récent, c'est sur la série Résistance. Donc, avant que la 2e saison commence, l'équipe a fait un bilan de la première saison. Donc, on vous invite à écouter ça, c'est très intéressant. Et l'autre épisode d'avant, c'était Star Wars en direct 174 sur plusieurs infos là, sur le Mandalorian, entre autres des photos qui avait été publié, donc on n'est pas dans du spoiler, là, c'est vraiment du officiel. Et aussi quelques news, là, entre autres, il y a des Lego qui ont été dévoilés, il y a la sortie de plusieurs vieux jeux vidéo, donc des anciens jeux qui ressortent sur console actuelle. Donc ça, c'était le Star Wars en direct 174. On vous invite aussi à rejoindre, si ce n'est déjà fait, notre communauté Star Wars en direct sur Discord, donc qui vous permet de discuter avec nous sur plein de sujets, mais surtout d'écouter, de commenter, participer à nos émissions en direct. Donc, c'est toujours très intéressant de jaser avec vous pendant les émissions. On vous rappelle que vous pouvez vous procurer nos magnifiques t-shirts de Star Wars en direct sur notre site, donc starwars.direct/boutique. Et enfin, on remercie nos partenaires, Mintinbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction et le Space Trash Show. Et sur ce, Cécilie, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Actualité littérature, ces temps-ci, c'est relativement mollo, mais je trouvais que ça valait quand même peut-être la peine de le mentionner. On a eu le visuel de Dooku Jedi Lost. Donc, le prochain roman qui sort aux États-Unis, c'est l'adaptation littéraire, si on peut appeler ça comme ça. Je pense qu'il est déjà sorti.
Non, c'est ça. Ce qui circule, c'est des copies comme pour les privilégiés, on va dire. Ok. Mais la date officielle, c'est le 1er octobre. Donc, et c'est ça, bon, ceux qui suivent le podcast savent qu'on a critiqué cette œuvre-là, moi et Jeff, l'hiver dernier. Donc, parce que c'est un audiorama avant d'être un livre, et il a tellement été populaire que finalement, ça a été décidé de le mettre en version papier. Donc, j'ai quand même bien hâte de l'avoir entre les mains. Et côté visuel, ben, pas une grosse surprise. Là. Ils ont vraiment repris le même visuel qui avait été fait là, l'hiver dernier. Mais c'est ça, quelque chose de très joli. Et une histoire que Jeff avait un petit peu moins apprécié, mais que moi, de mon côté, j'avais bien aimé. Ouais, moi aussi, et j'avais aimé. Ouais. Puis tu sais, c'est quelque chose de relativement rapide aussi. Ouais, quand même. Je sais pas ce que ça va donner en format papier, mais en format audio, c'était assez rapide. Là. Donc, c'est ça. Moi, je vous le conseille. Le 1er octobre prochain, une bonne lecture. Donc, avant de se lancer sur le roman de Galaxy's Edge Black Spire, qui est le clou du spectacle, on va parler aussi de 2 autres livres. Il s'agit de 2 livres classés Young Adult, donc pour un public un peu plus jeune. Malgré tout, on vous rappelle de pas nécessairement passer par-dessus les sorties Young Adult. Par le passé, on a eu des petits bijoux là, dans cette catégorie-là. Je pense à... On a eu Rebel Rising sur la jeunesse, si on peut dire, de Jyn Erso. On a eu aussi Leia, Princess of Alderaan, qui était vraiment excellent. Ouais. Et le classique des classiques, c'est Lost Star, de Claudia Gray, qui a vraiment été une surprise là, totale pour tout le monde à l'époque, qui est encore considéré par plusieurs comme le meilleur roman du canon. Et pas d'inquiétude, on va rester non-spoilers pour ces 2 premiers livres. Et pour ce qui est de Black Spire, ben, comme à l'habitude, on va commencer par une discussion non-spoilers pour vous donner nos avis, nos critiques, etc. Et par la suite, on va vous avertir qu'on tombe en discussion là, divulgateur. Donc, si jamais vous voulez stopper l'écoute et revenir une fois que vous aurez lu le roman par vous-même. Donc, on va commencer avec... on va y aller en ordre de sortie, parce que les livres sont sortis relativement récemment et proches un de l'autre. On va commencer par A Crash of Fate. Bon, là, je vais massacrer le nom de l'auteur, je vous préviens. Je sais même pas c'est quelle langue d'origine, là, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est Zoraida Cordova avec un accent aigu sur le O. Tu l'as bien eu, je pense. Sur le O, là, je sais pas comment on prononce un O accent aigu. Mais tout ça pour dire que c'est sa première contribution dans l'univers de Star Wars. Vraiment, elle avait même pas écrit, mettons, des petites nouvelles là, ou des choses comme ça, contrairement aux autres auteurs qu'on va parler plus tard. Un livre de 352 pages et qui se passe, on va dire, au temps présent de Star Wars, dans le sens où il se passe vraiment entre le 8 et le 9, en l'an plus 35, là, donc c'est vraiment, là, vous allez voir avec le synopsis, mais bref, on est au même moment que si vous allez visiter le parc en ce moment. Donc, Cécilie, est-ce que tu pourrais nous faire rapidement la lecture du synopsis de A Crash of Fate? Oui, le synopsis a été traduit par Star Wars Universe. Donc, Izzy et Jules étaient amis d'enfance escaladant les sommets de Batuu, inventant des jeux idiots et rêvant des aventures qu'ils partageraient un jour. Puis la famille d'Izzy quitta brusquement la planète, sans même une chance de faire ses adieux. La vie d'Izzy devint un mouvement perpétuel, voyageant d'un monde à l'autre, jusqu'à ce que ses parents soient tués et qu'elle devienne une contrebandière de bas étage pour réussir à joindre les deux bouts. Jules resta sur Batuu, devenant finalement un fermier comme son père, mais sans cesser d'aspirer à autre chose. Aujourd'hui, 13 ans après d'être partie, Izzy revient sur Batuu. Elle a été engagée pour délivrer un mystérieux colis et elle veut simplement terminer le travail et s'en aller. Mais à son arrivée, à l'avant-poste Black Spire, elle se retrouve face à la seule personne qui signifie encore quelque chose pour elle à cette époque, Jules. L'attirance entre eux est immédiate et pourtant, même si Jules semble représenter tout ce dont elle a besoin, Izzy hésite. Comment peut-elle attirer cet homme au bon cœur dans la vie périlleuse qu'elle a choisie? Jules a essayé de deviner son futur, mais désormais, la seule chose dont il est sûr, c'est qu'il veut être avec Izzy. Comment peut-il la convaincre de tenter sa chance avec quelqu'un qui n'a jamais quitté la sécurité de son monde natal? Lorsque le travail d'Izzy tourne mal, les deux amis d'enfance se retrouvent en fuite.
et leurs secrets seront révélés tandis qu'ils luttent pour rester en vie. Donc, on a Dragon Elvish, et non, j'allais dire Elvis, mais excuse-moi, je veux pas massacrer ton nom, là, parce que j'imagine que de ton côté, c'est peut-être gallois, quelque chose comme ça. Non, fait que Dragon Elvish qui nous dit que c'est espagnol, le nom de Zoraida Cordova, et qu'elle serait de l'Équateur. Donc, on le remercie pour l'information dans le chat live. Donc, Cécilie, on va se lancer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce livre Young Adult là? Ben, premièrement, l'histoire alterne entre le point de vue de Izzy et de Jules. Donc, comme chaque chapitre, c'est une personne différente qui raconte l'histoire. Moi, honnêtement, je n'en ai pas vraiment pensé grand-chose. C'est pas mon roman préféré de Star Wars. Je l'ai vraiment pas aimé, malheureusement. Mais pour quelqu'un qui... je pourrais recommander ça surtout aux filles qui s'y connaissent pas trop en Star Wars, qui veulent pas plonger dans la politique ou le lore avec les Sith et tout. Mais... donc je pourrais pas... Si ce serait pas advertisé comme étant un roman de Star Wars, ça aurait sans doute bien passé, selon moi. Dans le fond, Izzy elle quitte Batuu avec ses parents, puis elle devient un smuggler, puis qu'elle a voyagé continuellement. Elle a rencontré une troupe de smugglers et elle se fait envoyer sur Batuu pour une livraison. Il arrive quelque chose, un incident que je ne peux pas dire c'est quoi pour pas spoiler grand-chose. Et là, à ce moment-là, elle est obligée de rester au moins un petit moment sur Batuu. Et c'est à ce moment-là qu'elle tombe nez à nez avec Jules. Et Jules, de son côté, a vécu une enfance un peu triste, je trouve. Puis, il finit par travailler pour Doc Ondar, qui est, je crois, c'est le marchand dans le parc de Star Wars, l'espèce d'animatronique qu'on voit dans le Doc Ondar Shop. Ouais, un Itarien. Ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui se demanderaient c'est quoi un Itarien, c'est ceux qui ont une espèce de tête en forme de gros marteau. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, Jules et Izzy, ils renouent ensemble et ils se rapprochent niveau amoureux. C'est une histoire d'amour. Et ils sont appelés à combattre ceux qui veulent interférer dans les activités de Black Spire. J'ai pas grand-chose à dire sur le roman, mais mes points positifs, c'était qu'il était facile à lire. J'ai très bien compris l'histoire, vu qu'il était en anglais. Donc, ceux qui sont pas habitués à lire en anglais, s'ils veulent lire un roman de Star Wars, pas trop compliqué. Niveau écriture, c'était très bien, c'était bien écrit quand même, compréhensible. J'ai quand même aimé les références à Black Spire puis à Galaxy Edge, parce que bientôt je vais aller visiter le parc, donc ça me donne une petite idée. Et j'ai aussi adoré la conclusion de la relation des personnages. Par contre, mes points négatifs, je trouve qu'il n'y a pas assez de références à la saga Skywalker. Ok, ouais. C'est trop centré sur les sentiments amoureux des personnages. Il n'y a pas assez d'informations, je trouve, sur le passé de Izzy puis les missions qu'elle faisait de Smugglers. C'est trop romantique et pas assez Star Wars, amour. Si à la base, on m'aurait dit que c'était une histoire qui se passe dans un univers sci-fi et que ce serait pas un roman de Star Wars, j'aurais probablement beaucoup plus aimé le roman. Mais on me l'a vendu comme étant un roman de Star Wars. Alors, veux pas, j'avais des attentes envers l'histoire. C'est pour ça que ma note est de 12 sur 20. J'ai été quand même assez généreuse. Ça donne 60%. Mais encore là, ça, c'est une note comme personnelle. Si vous voulez juste comme une histoire comme, je dirais, relax à lire, avec quelques comme références à Star Wars, dans un univers sci-fi, ce serait une petite histoire, surtout qui est assez facile à lire. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment Star Wars à 100%, lisez pas ça, c'est pas pour vous.
Ben, excellent, écoute, je te rejoins pas mal. Moi aussi, j'ai terminé l'écoute de mon côté parce que je pense que toi, tu l'as lu en format papier. Hein? Non, je l'ai lu en... je m'étais acheté une tablette justement pour lire mes livres là-dessus. Mais tu l'as bel et bien lu, c'est ça que je veux dire. Moi, je l'ai écouté. Donc, je te rejoins, écoute... moi, ce que je m'étais noté, c'est que la crainte que les gens avaient à propos de Lost Stars, Étoile perdue, au départ, elle s'est réalisée avec cette œuvre-là. Okay. C'est vraiment une petite histoire un peu à l'eau de rose, ou en tout cas une petite romance pour un jeune lectorat. Comme tu disais, les personnages sont pas extrêmement développés, c'est dû à la trop courte durée et à la fois en nombre de pages. Ouais. Mais aussi en nombre de... Ben, pas en nombre, mais en durée des événements du livre. Donc, dans Lost Stars, on les suivait de la petite enfance à l'âge adulte. Donc, on vivait beaucoup de... Évidemment, il y avait des sauts temporels, mais tu sais, on évoluait avec les personnages, puis je pense que c'était un livre de 600 pages, quelque chose comme ça. Là, vraiment, c'est trop court pour vraiment embarquer. Puis, contrairement à Lost Stars aussi, c'est qu'on croise pas du tout... comme tu disais, de personnages, soit au Skywalker, ou en tout cas de personnages connus, donc c'est ça, c'est limité, là, les références à Star Wars, à part la présence du Premier Ordre sur Batuu, par ça, il y a pas grand-chose. C'est des smugglers, ils se promènent un peu en vaisseau, mais à part ça, c'est très limite, là, mais évidemment, bon, ça se passe à Black Spire. Donc, un peu comme on va en parler aussi d'un autre livre tantôt, mais c'est fait quand même pour vendre le parc. Et de ce point de vue-là, cet aspect-là, à mon avis, il est réussi. Je pense que quelqu'un qui arrive du parc et qui a acheté le livre sur place va le trouver beaucoup plus intéressant que quelqu'un comme nous, par exemple, au Québec, tu sais, que là, tout a l'intention d'y aller, là, mais tu sais, comme moi qui n'a pas l'intention d'y aller, en tout cas pas prochainement, c'est limité un petit peu. Ouais, mais je pense que l'auteur, c'était son point comme important à amener avec le roman. J'avais écouté une émission, c'est Star Wars, l'émission que Star Wars fait sur leur channel avec les deux animateurs. Ouais, le Star Wars Show. Ouais, c'est ça. Il avait interviewé l'auteur et elle avait dit que ce qu'elle voulait que les lecteurs vivent, c'est s'ils ont été au parc, qu'ils se rappellent « Ah oui, je suis allé là, oui, j'ai vu ça ». Puis même chose pour ceux qui sont pas allés, que quand ils vont y aller « Ah oui, dans le livre, je me souviens, il se passait ça ». Elle voulait que il se passe ça avec les lecteurs, donc que les lecteurs ressentent ça. Ouais, puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a un petit côté visite guidée de Black Spire aussi, mais différent dans Black Spire, dans le livre Black Spire. Ouais. Donc, les places qu'on voit sont pas les mêmes, etc. Donc, ça, on dirait que se sont divisés le parc, là. Toi, tu parles de ça, toi, tu parles de ça. Ouais. Mais, c'est ça. C'est quand même... et tu parlais de Doc Ondar tantôt, le patron, si on peut dire, du personnage masculin. Ouais. C'est le marchand d'antiquité de la place, donc de bizarrerie, là, tu sais, puis c'est un personnage qu'on retrouve aussi dans les comics, sur Galaxy's Edge. Donc, c'est ça. C'est vraiment tout un concept, le Galaxy's Edge, qui développe en ce moment. Moi, ça me fait de plus en plus penser à Shadow of the Empire. Donc, bon, là, vu l'âge que t'as, Cécilie, j'imagine que c'est quand t'étais un petit bébé, là. Mais... mais bref, c'est l'époque où ils ont décidé, OK, on va faire tout comme un film, mais pas de film. Donc, il y avait les jeux vidéo, les livres, les comics, la trame sonore en CD. Bref, il y avait tout, sauf le film. Donc, là, c'est un peu ça aussi. Tu sais, on a les parcs, les personnages que le monde qui se sont pas intéressés au parc, qui connaissent pas du tout. Mais c'est ça, il y a quand même énormément de références au parc. Moi, je pense que ça vient, c'est complémentaire à la visite des parcs. Ouais. Après ça, dans le temps, tu sais, est-ce que l'intérêt va perdurer dans le temps? Je sais pas. Écoute, reste à voir à quel point ça va être un succès ou pas, ce concept marketing-là. Comme toi, moi, je le conseillerais peut-être aux plus jeunes filles. Je m'étais noté que c'était un peu le même public cible que Queen's Shadow, sorti l'hiver dernier. Sur Padmé. La grosse différence, c'est que, bon, dans Queen's Shadow, on était à 100% dans des personnages Star Wars. Tu sais, ça respirait Star Wars. Là, c'est ça, on suit des affaires un peu anecdotiques de personnages qu'on connaît pas.
puis des interactions avec des personnages qu'on connaît pas. Fait que c'est ça. Moi, de mon côté, j'avais donné un 70% quand même, un 14 sur 20, parce que je pense que c'est ça s'adresse pas. C'est un livre young adult, mais que je qualifierais d'un peu plus jeunesse que, mettons, un Lost Star ou d'autres excellents qu'on a eu. Je pense que le public cible du livre va quand même l'apprécier. Un peu comme tu disais tantôt, des jeunes filles qui connaissent pas la saga Skywalker sur le bout de leurs doigts et que c'est peut-être pas nécessairement ça qu'ils recherchent. Ouais. Le côté romance, je pense, qui est relativement réussi. Puis en l'écoutant, je me mettais dans la peau, par exemple, de ma fille qui a 13 ans, ou tu sais, je me dis, ok, il y a peut-être un intérêt là que moi, clairement, c'est pas ça que je recherche. Mais que, bon, de la même façon que quand j'écoute la nouvelle série animée sur YouTube, là, Rolls Out, un affaire de même, là, que tous les personnages sont en forme de boule, ben, je pense que je suis pas le public cible de ces boules-là, là, tu sais. Fait que le livre, je le vois un peu comme ça, mais clairement, je vous le dis, ma note est pas si mauvaise, mais ça s'adresse pas aux adultes fans finis qui connaissent tout de l'univers comme nous. Donc ça, de ce côté-là, c'est sûr qu'il y a une petite déception. Moi, je mentionnerais quand même, sans tomber dans les spoilers, que à ma grosse surprise, puis je sais que tu l'as peut-être moins vécu vu que tu l'avais en écriture, mais en audio, la fin de ce livre-là, on se sent vraiment à la fin du film Studio 54. Donc, je sais pas si t'as déjà vu ça, Cécilie. Encore une fois, je vais te niaiser en disant que t'es trop jeune. Mais dans Studio 54, bon, ça se passe dans les boîtes de nuit, etc. Fait que ce livre-là, toute la fin, c'est très musical. Ça se passe chez la cantina là, de Oga. Ouais. Donc, avec de la musique techno là, faite par le DJ. Fait que toutes des choses qu'on va pouvoir vivre en allant au parc. Ouais. Et vraiment, là, autant, tu sais, comment le récit s'agence à la fin, là, je me disais, oh, ok, on est dans Studio 54, là, il y a Neve Campbell puis Mike Myers qui vont débarquer. Mais bref, c'est ça, c'était la minute vieux croulant qui parle de films que t'as jamais vu. Bon. Donc, fait que, c'est ça, c'est pas la pire note. Moi, je m'attendais à la pire parce que j'avais déjà lu quelques critiques et c'est ça, je m'attendais à vraiment de quoi de mauvais. Les critiques étaient mauvaises. J'ai pas trouvé que c'était mauvais en termes, tu sais, mettons, mal écrit ou incohérent ou quelque chose comme ça. Non. C'est juste que je pense que c'est décevant pour des gens qui s'attendraient à autre chose. Ouais. Fait que là, prenez notre critique en considération, puis peut-être que comme ça, vous allez plus apprécier la lecture que si vous vous attendiez, mettons, à un autre Tron ou à un autre Lost Star. Fait que c'est ça pour A Crash of Fate. Prochain livre, c'est encore une fois un livre young adult. La particularité de celui-là, c'est qu'on n'aura pas de synopsis à vous lire parce que c'est pas un roman. C'est un recueil de contes et de fables, comme le titre l'indique. Donc, c'est d'un dénommé George Mann, qui a pas un CV énorme là, dans Star Wars, mais qui a quand même écrit quelques comics déjà. Donc, c'est encore plus court, c'est 192 pages. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se lit ou qui s'écoute là, rapidement. Ça diffère. Ça peut faire penser aux deux œuvres qu'on a eues dans le canon jusqu'à maintenant. C'était Les Légendes de Luke Skywalker. Puis l'autre, c'était Canto Bight. Donc, des histoires pas vraiment canon parce que c'est raconté par des gens dans l'univers de Star Wars. Fait que c'est comme des raconteurs. Là, c'est pas exactement ça. C'est vraiment plus une structure de fable, une structure de conte, fait que avec le « il était une fois », tu sais, la structure traditionnelle des contes des frères Grimm, par exemple, ou les fables de La Fontaine, etc. Tout le vocabulaire choisi, les structures de phrases, la petite morale semi-subtile, etc. On est vraiment là-dedans. On est mettons, les fables de La Fontaine version Star Wars. Donc, encore une fois, faut pas s'attendre à... faut pas s'attendre à Lost Star ou à Traum. C'est un livre de fables. Tu l'achètes pour ça. Ceci étant dit, il y a quand même quelques agréables petites surprises. Et la grosse différence, je trouve aussi avec les légendes de Luke, que j'avais détesté en passant, ou ceux de Canto Bight, c'était 4 histoires là, racontées par du monde. Là,
on dirait que là, ça coule plus, c'est plus naturel, le fait que ce soit comme pas du canon officiel. Tu sais, c'est vraiment, le concept, c'est ça, c'est des histoires que les parents content à leurs enfants, mettons, avant de se coucher, ou des choses comme ça. Ou c'est ça, des fables de génération en génération. Tu sais, ça se répète, là, chez les différents peuples. Donc, mettons, on a les Toscanes, en tout cas, on en a plusieurs. On a même les anciens sites, là. Donc, c'est ça. Moi, ça m'a surpris. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais pas à l'apprécier. C'est 9 contes. Et pour lister, dans le fond, on en a un, c'est... évidemment, les personnages sont officiels, sont jamais nommés. Mais il y en a un, on comprend tout de suite que c'est Obi-Wan sur Tatooine, qui combat un dragon crate, là. Donc, tu sais, l'espèce de squelette là, de dinosaure qu'il y a dans le désert au début de l'épisode 4. Ouais. C'est ça, un dragon crate. Et c'est raconté du point de vue des Toscanes. Donc, c'est quand même intéressant. On en a une sur le général Grievous, raconté du point de vue de droïde sous son commandement. Donc, ça s'appelle un droïde avec un cœur. Oh. Mais évidemment, ça raconte à quel point Grievous a pas de cœur, justement. Mais non, c'est ça, c'est des petites surprises. Si je regarde le reste de la liste, on en a un sur Vador. Ça fait penser, d'ailleurs, celui-là fait beaucoup penser à un des comics de la série Dark Vision qu'on a eu au printemps dernier. Donc, Vader, vu du point de vue d'un villageois qui le voit arriver, puis combattre le mal, etc. Donc, c'est ça. On en a un sur une ville sauvée à 3 occasions différentes par ce qu'on comprend être un chevalier Jedi. Okay. On en a un, c'est une sorte de mythe de l'Atlantide version Star Wars. Un peu comme une adaptation du mythe de l'Atlantide. On en a un ce que je disais tantôt. Et ça, ceux qui adorent les légendes, ce qui est maintenant légende, vont adorer, c'est sur Korriban Moraban, donc qui a changé de nom, fait que l'ancienne planète des Sith, l'espèce, là, Sith. Et c'est ça, une histoire typique là, de Sith à la Dark Bane un peu, donc... On en a un, c'est vraiment la structure typique des contes de Grimm, là, la sorcière dans une cabane au milieu de la forêt, sur une lune perdue qui est supposée être déserte, là, et là, l'équipage, il se met à leur arriver des cossins. Donc, et on en a 2, le lien avec Black Spire, puis Batuu, puis les parcs, Galaxy's Edge, c'est qu'il y en a 2, c'est ça qui se passe sur Batuu. Par contre, honnêtement, déjà, si on disait que dans A Crash of Fate, il n'y a pas des énormes liens Star Wars, ben dans ces 2 petites histoires-là, c'est minime, là, les liens Star Wars. Encore une fois, c'est juste qu'ils combattent des smugglers ou des pirates, des trucs comme ça, mais c'est ça, c'est assez limité. Je mentionnerais par contre des illustrations vraiment magnifiques, là, type gravure. Je vais en mettre quelques-unes dans le chat. J'espère que ça va fonctionner. Soit on en avait, c'est ça, sur le type chevalier, type Vader, celle sur Batuu, celle sur la cité Avar qui se fait finalement remettre à sa place par l'océan. Donc c'est ça, une petite lecture intéressante. Moi, tu vois, j'y donnerais quand même la note vraiment pas mauvaise de 80%, un 16 sur 20. Je pense que vraiment le concept est mieux fait et mieux utilisé et mieux assumé que quand c'était les légendes de Luke et compagnie. Là, c'est vraiment, ça le dit, c'est Myth and Fable. T'achètes ça pour ça. C'est le genre d'affaires, moi j'ai l'impression que c'est le genre d'affaires qui se sont dit, faut que les gens aient de quoi acheter pour lire dans l'avion en retournant chez eux. Ouais. Donc, ça se lit rapidement. C'est des petites histoires, fait que tu peux en lire une autre le lendemain, en couchant l'enfant là, tard le soir. Fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment ça le concept. Puis de ce point de vue-là, je trouve que c'est réussi. Mais c'est ça, faut pas vous attendre à une histoire épique en 14 volumes. On n'est pas là-dedans. Donc, c'était ça pour Myths and Fables de George Mann. Et on va passer, comme je disais tantôt, au clou du spectacle. La raison pour laquelle on faisait l'émission dès le départ, c'est le roman Black Spire de Delilah S. Dawson. Un roman d'un bon 400 pages et qui se passe, encore une fois, lui aussi, c'est un peu en même temps que A Crash of Fate. Ça se passe au présent, si on peut dire, là, de la saga cinématographique. Donc, en fait, je vais préciser, on a une intro pendant l'épisode 7. Hein, c'est pas très long.
Mais après ça, c'est ça, pendant l'épisode 7 puis les événements de l'épisode 8. Et après ça, on tombe entre le 8 et le 9. Ouais. Donc, mais c'est ça. C'est vraiment là, à lire entre le 8 et le 9. Donc, en ce moment. Fait que, Cécilie, est-ce que tu pourrais nous lire le synopsis de Black Spire? Oui, encore une fois, le synopsis a été traduit par Star Wars Universe. Mhm. Après des pertes dévastatrices des mains du Premier Ordre, la générale Leia Organa a déployé ses agents à travers la galaxie à la recherche d'alliés, de sanctuaires et de puissance de feu, et sa meilleure espionne, Vi Moradi, pourrait bien avoir trouvé les trois sur une planète reculée aux confins de la galaxie. Une planète de forêts luxuriantes, de montagnes précaires et d'immenses arbres pétrifiés, Batuu est située à la plus lointaine frontière de la carte galactique, le dernier monde colonisé avant les mystérieuses étendues de l'espace sauvage. Les pirates, contrebandiers et aventuriers qui désirent mener leur vie sur le plus grand campement de la planète, l'avant-poste Black Spire, y résident pour éviter les oreilles indiscrètes et les complications inutiles. Vi, une espionne de la Résistance, fuyant le Premier Ordre, est difficilement bienvenue. Et lorsqu'une navette pleine de Stormtroopers atterrit à sa suite, déterminée à la traquer, elle n'a aucune idée d'où trouver de l'aide. Pour survivre, Vi devra rechercher les héros au grand cœur qui se cachent sur un monde où la définition des malandrins de la galaxie est différente. Avec l'aide d'un trooper traître et de son droïde acerbe, elle commence à rassembler une bande originale de réprouvés et de marginaux et embarque sur une mission pour allumer le feu de la résistance sur Batuu avant que le Premier Ordre ne l'éteigne complètement. Ouais, donc, j'ai pas mentionné, mais Delilah S. Dawson, contrairement aux deux autres, là, c'est vraiment pas une recrue de l'univers Star Wars, ou en tout cas, on est habitué de la lire. C'est elle qui avait écrit le roman Phasma, mais c'est aussi, elle écrit assez régulièrement sur la série de comics Star Wars Adventure, donc des comics pour un peu plus jeunes. Et je crois qu'elle avait aussi écrit quelques nouvelles. Je me demande si... Je pense qu'il y en avait une dans le livre, le recueil qu'il avait fait pour le 40e anniversaire là, de From a Certain Point of View. Et d'autres peut-être une autre nouvelle aussi, je crois, qui était en promotion de l'épisode 7. Je pense que c'était Perfect Weapon ou quelque chose comme ça. Okay. Donc, de ton côté, Cécilie, qu'est-ce que t'as pensé de Black Spire? Honnêtement. Oh, ça part bien. Ouais. Écoute, c'est bon. Honnêtement, c'est pas un roman que je conseillerais, malheureusement. C'est vraiment une grosse publicité pour le parc. J'ai eu de la difficulté à terminer de lire le roman. Il y a vraiment énormément de longueur et parfois je m'endormais presque en le lisant. Les points positifs, il y en a pas beaucoup malheureusement de mon côté, mais j'ai énormément apprécié le personnage de Archex, qui est c'est Capitaine Cardinal, qui était du Premier Ordre, car on voit vraiment la transformation du personnage tout au long du roman. Et j'ai aimé le fait qu'on incluait Léa dans le roman. Même si elle n'est pas là très longtemps, elle a quelques mentions, puis j'ai vraiment apprécié ça. Contrairement à Crush of Fate, où il n'y avait aucun personnage de la saga. Pour mes points négatifs, encore une fois, c'est un roman utilisé pour promouvoir le parc. T'as vraiment l'impression d'être en visite guidée du parc. Je l'ai trouvé long, peu attrayant, puis ça m'a pas gardé comme hype jusqu'à la fin. J'ai eu vraiment de la difficulté à le terminer. Mais pour l'arc narratif de Archex, c'est vraiment très intéressant. Elle va très bien évoluer. Son personnage, je sais pas, il m'a vraiment attiré. Sinon, il y a quelques rôles comiques. Il y a un rôle comique, en fait. C'est le rôle de Zayd, qui sert vraiment comme... C'est le rôle qui va faire en sorte que les gens vont trouver ça un peu drôle, parce qu'il va comme... Il est un peu charmeur, puis il va faire des jokes. Mais c'était un peu... Selon moi, c'était trop cliché.
Puis aussi, on n'a pas vraiment d'informations sur les recrues, sur leur passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis j'ai trouvé que certains passages passaient bien trop vite, d'autres c'était vraiment trop long. Ma note finale, je dirais là, 10 sur 20. Je suis vraiment très généreuse. Ouais, ok. Très généreuse. Avant d'attaquer la mienne, je te demanderais, est-ce que... Bon, là, on sait que tu as lu A Crash of Fate. Est-ce que tu as lu le roman Phasma précédent de Delilah S. Dawson? Okay. Et est-ce que tu avais lu les BD aussi de Galaxy's Edge? Non plus. Les comics, hein? Non. Il y a eu 5 comics. Ok. Tu vois, moi, de mon côté, on va se rejoindre sur beaucoup d'affaires. Je m'étais noté que c'est vraiment une suite directe du roman Phasma. Ouais, j'avais remarqué. Et ça, je t'annonce tout de suite que tu viens de te gâcher. Tu viens vraiment de te spoiler la fin de Phasma en lisant Black Spire avant. Parce que ça se passe vraiment directement après. Donc moi, personnellement, j'étais très content de retrouver les personnages. Enfin, c'est ça. Enfin, on a un livre qui est une suite, puis tu sais, qui suit des personnages créés pour un livre. Donc c'est pas des personnages, c'est pas le Big Three d'aucune trilogie, c'est pas vraiment là des personnages secondaires dans c'était les héros dans Phasma, sauf qu'on s'entend que l'histoire tournait, tu sais, ça nous racontait le personnage de Phasma. Fait que j'étais très content quand ils ont annoncé ça, retrouver Vi Moradi puis Capitaine Cardinal, que j'avais beaucoup apprécié quand même dans le livre Phasma. Donc ça, je salue l'initiative. Et en plus, je le réclamais souvent, là, fait que c'est ça, on faut être conséquent avec nos critiques passées. Je m'étais noté, côté positif, la relation justement entre Vi et Archex. Une relation, on va en parler peut-être un peu plus tard en spoilers, mais relation difficile parce que ceux qui ont lu Phasma, et là je vais spoiler Phasma, mais Cardinal passe tout le roman à la torturer, donc c'est pas mal de relation. C'est sûr que dès le départ de celui-là, Leia elle demande à Vi de retourner sur le terrain faire une mission qui ne tente pas, parce que c'est même pas une mission d'espionnage à la base, alors que Vi c'est une espionne. Et elle dit « Ah oui, maintenant que t'as accepté, j'ai oublié de te dire, mais tu vas faire équipe, même si d'habitude tu travailles toujours tout seul. » Fait que, bon, elle dit « Ok, super. » Et tu vas faire équipe avec le gars qui t'a torturé pendant tout le roman précédent. Bon, faut que je te laisse parce qu'on m'attend sur Takodana, là. Ça a l'air qu'ils ont repéré BB-8, donc c'est bye-bye. Fait que ça part, tu sais, le roman part de même, ok. Fait que ça mettait une base intéressante, je trouvais. Fait que dans les personnages, tu vois, je m'étais noté, c'est ça, le personnage de Cardinal qu'on appelle maintenant Archex, parce que c'est ça, il a repris son nom d'enfance, donc de avant le premier ordre. Le personnage d'Oga Gara, qui est un peu le parrain de la mafia locale, la marraine plutôt, la parraine. Donc, la marraine, ça se dit pas plus, mais de la mafia locale. Donc, la gérante de la cantina de Oga, que si vous allez à Black Spire, je pense que tout le monde va aller dans sa cantina. Le personnage de Zayd, t'en as parlé tantôt, insouciant, j'allais dire alcoolique, peut-être pas alcoolique, mais en tout cas, c'est ça. Il y en a plusieurs qui disaient que c'est le nouveau, c'est le Jake Peralta de Star Wars. Donc, les auditeurs qui ont écouté la série télé Brooklyn Nine-Nine, la sitcom là, très comique de police, c'est le Jake Peralta de Star Wars. Moi, personnellement, j'ai trouvé quand même assez drôle. Personnage de Kat, donc ça, c'est l'officier du premier ordre qui débarque sur Batuu là, pour courir après Vi Moradi. Parce que là je spoil le fait, mais bref, oui, le premier ordre va débarquer sur Batuu. Le personnage de Savi, ça aussi c'est un personnage qu'on peut rencontrer en allant dans le parc. C'est un ami de longue date de Lor San Tekka, donc qu'on se souviendra au début de l'épisode 7. C'est un sympathisant de la Résistance, et je crois que c'est chez lui quand tu vas au parc. Je pense que c'est lui que tu peux... chez lui, tu fais ton sabre laser. Savi, oui. Donc, c'est ça, c'est... sinon, je m'étais noté en positif un bout très Indiana Jones. Donc les tripeux d'Indiana Jones, là, archéologie et on explore des ruines avec plein de pièges, ça, on est là-dedans à fond.
Avec, dans mes négatifs, je vais parler d'incohérence. Fait que je m'étais noté que vers la fin, c'est un petit peu moins incohérent que le reste, mais bon, c'est vraiment rendu à la fin. L'épilogue qui nous met vraiment le terrain pour si on va faire la visite au parc. C'est bourré de références au parc, là, mais à fond. Là, c'est vraiment... Et ça a été une des grosses critiques du livre. Mais c'est ça, là, je le dis du point de vue positif, en termes de références, d'easter eggs, etc. C'est clairement une plus-value. C'est complémentaire à la visite du parc et aux autres produits, ceux qu'on a, les 2 autres livres dont on parlait tantôt, les 5 comics aussi que je te demandais si tu les avais lus. Tu sais, tout ça s'emboîte pour faire un tout, là. Et ça donne un peu envie d'aller se promener dans le parc. Ça, je peux pas dire le contraire. Moi, si j'étais habité à côté du parc, je serais sûrement allé le visiter après la lecture de tout ça, là. Du point de vue négatif, par contre, en audio, je sais pas si de ton côté tu l'as pris en audio ou en lecture. En lecture. En audio, il y avait une voix agressante, là, mais agressante. C'était la jeune Shadrafan, personnage qui s'appelle Kriki, qui est assez présente et un bout de temps à placote pendant un bout, là. Donc c'est une jeune, fait que là ils ont fait une voix aiguë, et tu sais encore plus aiguë qu'aiguë, là. C'est atroce, ça me faisait mal aux oreilles. Mais bon, c'est ça, si vous le lisez en format papier ou peu importe numérique, si vous le lisez, vous n'aurez pas ce problème-là. Encore une fois, par contre, on est dans des anecdotes, des tranches de vie de personnages jamais vus à l'écran. Fait que c'est ça, moi ça me faisait penser par bout un peu à Canto Bight. La construction, encore une fois, pareil comme pour A Crash of Fate, la construction de personnages est limitée parce que l'histoire, au total, elle dure environ 3 semaines. Donc c'est certain qu'en 3 semaines de vie des personnages, puis tu sais, on les suit pas 100% des personnages pendant 3 semaines. Par exemple, Zayd, qu'on parlait tantôt, il apparaît vers la fin, peut-être vers les 2/3 du livre. Fait que tu sais, c'est ça, un moment donné, là, tu peux pas t'attacher au personnage puis comprendre des traumatismes d'enfance, mettons, là. Je m'étais noté que, tu sais, Vi, puis là, je sais que t'as pas lu le Phasma, mais Vi, c'est une espionne, et autant dans le premier que dans celui-là, c'est précisé que, tu sais, c'est considéré comme la meilleure espionne de la Résistance. Une espionne activement recherchée par le Premier Ordre, qui donne sa vraie identité en arrivant dans le parc, qui se promène avec son jacket orange fluo, avec un symbole de la Résistance dessus, puis qui crie haut et fort, après 2 jours sur place, je pense, qui est là pour recruter pour la Résistance, puis bâtir une base, puis s'installer, etc. Fait que tu sais, t'es dans une place, c'est un repère de contrebandiers, de pirates et compagnie. Là, je me suis dit, ok, ça va-tu être expliqué plus tard, ou on va continuer la lecture, on va essayer de comprendre ça. Bon, le côté de scénario, c'est calqué sur beaucoup d'histoires post-Yavin 4, le post-épisode 4. Donc, à l'époque, c'était la rébellion se cherche une base, il s'installe à quelque part, l'Empire débarque, etc. Bon, là, c'est la même chose, mais c'est la Résistance, puis le Premier Ordre. Fait que, c'est ça. En gros, le personnage de Vi Moradi, que j'avais bien aimé dans Phasma, dans celui-là, m'a pas mal déçu. C'est des erreurs à répétition qui a fait que tu te dis, c'est ça, là, la meilleure espionne de la Résistance, sérieux, hein? Moi, c'est ça, je m'étais noté, c'est l'espionne Kalinours, là, ou pour nos auditeurs français, Bisounours. Vraiment, là, comparé à Cassian Andor, tu sais, qui, après 2 minutes dans le film, il tue son contact, là, ça te donne tout de suite le topo du gars, là. Ben là, c'est l'inverse, là. Vi Moradi, là, puis c'est pas parce qu'elle est pas capable de se battre et compagnie, ça, c'est quand même très présent. Mais c'est ça, en termes de décision, là, elle a une morale comme un petit peu ultra exemplaire, là. C'est Mon Mothma, mais qui se bat avec des bâtons, là, tu sais. Tu sais, Mon Mothma qui disait souvent à Leia dans les différentes histoires qu'elle allait trop loin, etc. Là. Puis Leia, après ça, qui disait la même chose à Anne ou Luke, etc. Là, Vi Moradi, c'est comme l'exemple de la morale. Faut pas traiter les gens comme eux nous traitent, là, tu sais, fait que c'est correct, là, puis pour l'exemple aux plus jeunes, c'est super, là, mais moi, personnellement, j'avais pas envie de lire des hyperboles de Jésus, là, de Nazareth, là, tu sais, je m'attendais à une histoire d'une espionne. D'accord. Bref, il y a l'aspect, ça,
tout le monde l'a remarqué, même les critiques positives le mentionnent quand même. C'est vraiment un guide touristique officiel du parc. Ça, là, tu sais, Vi, elle débarque, elle est accueillie, elle a la chance d'être accueillie par quelqu'un de positif, etc. Mais, tu sais, qui fait la visite, tu sais, pas en lui disant, OK, là, ça, c'est chez Joe, tu sais, puis là, il fait ça. Non, on a droit au titre officiel de chaque place, là, tu sais, le nom complet. OK, et à cette place-là, il fabrique ça, et lors de ta visite, tu vas pouvoir acheter tel produit. Et tu te dis, Simonac, OK? C'est une brochure, tu sais, pour quand t'arrives à l'hôtel, là. Mais, fait qu'il y a cet aspect-là qui est vraiment évident. Par contre, c'est quand même relativement dans les débuts du livre, fait que ça se place, là, c'est moins pire au fil de l'histoire. Mais honnêtement, si je le relisais, et quand il va sortir en français, je vais le relire, mais je suis pas du tout certain que toutes ces informations-là apportent quoi que ce soit à l'histoire. Mais écoute, ça, évidemment, là, c'était juste une écoute, une première écoute, mais c'est ça, j'ai pas remarqué que c'était pas complètement déplacé, tu sais, c'était pas au point de vraiment te faire décrocher de l'histoire. Mais ça faisait un peu spécial. T'avais envie de dire à la fille, coudonc, tu travailles pour l'office touristique, là. C'est que, t'as-tu une cote, là, sur ce qu'ils vendent dans le magasin si je vais acheter quelque chose, là? C'est ta commission, là? Ou... Ah, d'accord. Donc, et je m'étais noté, tu l'as mentionné dans le synopsis, le droïde déprimé, sarcastique au bout, qui aime pas vraiment les humains. Je sais que certains l'ont beaucoup aimé. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était comme le droïde du Guide Galactique, mais un peu raté. Donc, ça, encore une fois, je sais pas si tu connais, Cécilie, le Guide Galactique Hitchhiker. Une œuvre traditionnelle sci-fi britannique, là, une série télé et un film. C'est du comique, là, donc c'est hilarant. Là-dedans, ça l'est drôle un peu. C'est le comic relief. C'est le C3PO de l'histoire, sauf que c'est ça, là, on a un droïde qui méprise les humains, puis mais c'est raté un petit peu, je trouve. C'est comme pas assez poussé. Le concept est trop retenu un petit peu. Donc c'est ça, globalement, j'ai trouvé que c'était une maturité digne d'un comics jeunesse. Et je le mentionnais, Delilah S. Dawson, habituellement, je la lis dans des comics jeunesse. Quand je la lis dans des comics jeunesse, ben ça me dérange pas que la maturité de l'histoire soit pas là. Parce que c'est un comics jeunesse, parce que ça s'adresse à des enfants. C'est pas obligé de se suivre, d'être cohérent, d'avoir un sens, etc. Là-dedans, c'est du début à la fin, je trouve, c'est incohérent. Et je sais que plusieurs personnes l'ont beaucoup apprécié. Le livre, là, ce soir, vous allez avoir plus des critiques négatives. Mais il y a vraiment des gens là qui l'ont adoré. J'ai même lu à des places, c'est le meilleur livre du canon. Honnêtement, je serais curieux d'en discuter avec eux. Mais par contre, j'ai remarqué une constante chez les gens qui l'avaient beaucoup apprécié. C'était beaucoup des gens qui avaient été au parc. Donc ça, je l'avoue que pour les gens qui ont été au parc, c'est complémentaire, ça ajoute à l'expérience du parc. Ça, je peux le comprendre. De la même façon où... par exemple, si vous alliez voir le film Rogue One la première fois que vous êtes allé le voir, si vous aviez lu le roman Catalyseur, donc Catalyst en anglais, ça apportait beaucoup à l'histoire. Ça rendait le film meilleur. Ben, c'est ça. Ce livre-là, c'est ça, mais pour les parcs de Galaxy's Edge. Malheureusement, je pense que, contrairement à un film que tous les fans de Star Wars vont voir, ben, les parcs, je pense pas que 100% des fans de Star Wars vont y aller. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que l'intérêt à ce moment-là est peut-être un peu moins là. Mais c'est ça. Moi, j'aurais plus vu ça comme un cours young adult, là, tu sais, comme un livre, peut-être un 200 pages. Là, on parle d'un 400 pages. Il y a, comme tu le disais tantôt, il y a une bonne longueur, là, peut-être vers la moitié du livre ou les 2/3, là, que se passe à peu près à rien. C'est ça, c'est malheureux parce que moi j'avais beaucoup aimé Phasma. Remarque que dans Phasma aussi il y avait une énorme longueur au milieu du livre, là. Mais c'est ça, j'aimais bien le style de Delilah S. Dawson, mais c'est ça, une déception quand même. C'est pas le pire des divertissements, mais c'est loin d'être le meilleur. Je le recommanderais, en tout cas ce serait une recommandation très conditionnelle selon le lecteur.
pour ma part. Mais c'est ça, moi je peux pas y donner une note là aussi haute que des notes que j'ai vu passer depuis sa sortie. Je vais même, en fait, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est tellement complémentaire du parc là, et des autres produits que je vais y donner 3 notes ce soir à celui-là. La note pour un lecteur isolé qui lirait vraiment juste ce livre-là. Et toi, de ton côté, est-ce que tu avais lu A Crash of Fate avant ou après? Avant. Mais c'est ça, quelqu'un qui aurait même pas lu A Crash of Fate, qui lirait juste celui-là, honnêtement, je peux pas y donner plus que 8 sur 20. Un 40%, pas plus. Ça mérite pas plus que ça. Pour ceux qui ont lu, moi j'ai lu vraiment Phasma, les 5 comics, les 3 livres, je me tiens au courant des nouvelles du parc depuis longtemps, etc. Fait que si t'es vraiment complètement à jour dans tout ça, je suis prêt à y mettre la même note que toi, Cécilie, donc un 10 sur 20. Parce que c'est vrai que c'est complémentaire. Tu sais, t'as déjà vu les personnages dans les comics. Tu l'as lu, t'as entendu parler de Doc, puis de Oga, etc. Dans l'autre livre. Tu le sais que telle place, c'est la place pour faire tes sabres laser, telle autre place, c'est pour les droïdes, telle autre place, c'est pour... Fait que ça, cet aspect-là, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et pour finir, je mettrais quand même une note pour ceux qui vont visiter le parc. Pour les visiteurs du parc, là, par contre, je pense que c'est pas un mauvais produit du tout. Au-delà, si t'acceptes les incohérences, comme je disais tantôt, du fait que c'est la meilleure espionne de la Résistance, mais elle prêche là, comme si c'était un curé à l'église, là. Au-delà de ça, c'est une excellente soit en préparation de la visite, soit après. Mettons que t'es allé, je pense que ça va enrichir tes souvenirs pis tout ça. Tu vas plus apprécier l'histoire. Fait que je mettrais un 15 sur 20 à ce moment-là. Fait que je sais que c'est tannant là, d'avoir plein de notes comme ça. Mais je trouve que c'est tellement différent selon de quel point de vue tu te places, là. Parce que clairement, j'essaie juste de me mettre dans ta peau que t'as pas lu Phasma, tu connais pas déjà les personnages. Fait que toute la relation qui est quand même très complexe entre Archex puis Vi Moradi. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il y a... Tu parlais tantôt de développement de personnages. Tout le développement de personnages, Vi Moradi c'était un peu moins le cas, mais celui-là de Capitaine Cardinal, c'était vraiment dans Phasma. On avait toute là, son histoire depuis l'enfance, etc. Fait qu'on comprend beaucoup mieux ce qui arrive dans ce livre-là si on a lu Phasma. Donc c'est ça, c'est pas un mauvais produit. Mais moi clairement, là, si quelqu'un vous dit je vais attaquer ça puis qu'il a pas lu Phasma, conseillez-y d'aller lire Phasma avant. Ça, c'est clair. Je sais qu'il y a, avant de passer en discussion spoilers, je sais qu'il y a Jeff et David de l'équipe qui nous avaient laissé leur critique. Est-ce que tu pourrais nous lire les commentaires de Jeff sur Black Spire? Donc, Jeff dit « Il est clair dès les premières pages du roman que l'histoire est une promotion pour les parcs de Galaxy's Edge. Même la phrase au début qui dit « The assignment might sound like a vacation, but I assure you it's a vast strategic importance. » Tout au long de l'histoire, nous visitons les différents endroits que nous pouvons visiter dans le parc. J'avoue que c'est plus distrayant qu'une nécessité à l'histoire. L'histoire comme telle est assez banale, vie est intéressante, mais nous avons de la difficulté à croire que Capitaine Cardinal est du côté des héros. Il est décrit comme intelligent, mais ses actions ne le démontrent pas. La structure de l'histoire est de base. On dirait par moments que l'histoire a été décrite par un public pour un public plus jeune, mais les histoires des personnages sont très minces. Bref, je n'ai pas aimé et je ne recommande ce livre à personne. Un autre livre qui me fait manquer l'univers légende, à ce stade-ci, je crois que l'univers canon a plus de mauvais livres que l'univers légende. Dommage. Sa note, 8 sur 20. Ah, ben tu vois, encore une fois, on est exactement sur la même longueur d'onde, moi puis Jeff. Donc, c'est drôle parce que des fois, on est complètement à l'opposé. Donc, mais à d'autres fois, on a exactement le même avis. Tu vois, de mon côté, j'ai la critique de David, donc notre collègue outre-Atlantique. Il précise, par contre, dès le départ, qu'il n'a pas lu les 2 autres livres. Donc, c'est vrai que dans le cas de A Crash of Fate, c'est quand même un petit peu complémentaire.
Il dit le début de Black Spire a tout du scénario issu d'un jeu vidéo, avec une avalanche de références à des détails sur le parc. Ça, on en a parlé effectivement là, un peu tout le monde. Ça en dérangera sans doute certains. Cela m'a aussi dérangé, mais je me suis vite pris au jeu. L'histoire devient bonne quand le groupe de rebelles se forme. Le retour de Cardinal m'a vraiment plu, j'aurais voulu plus encore. L'attraction Rise of the Resistance promet un côté Indiana Jones si ça prend les éléments du livre. Donc au final, si le roman doit donner envie de visiter ou prolonger le parc, il a marché pour moi. Si c'était moins loin, j'aurais pris un billet tout de suite. Et David lui met la note de 13 sur 20. Donc tu vois un peu plus élevé que de notre côté. Donc c'est ça, on peut pas dire que c'est considéré comme un chef-d'œuvre du point de vue de l'équipe de Star Wars en direct. Mais c'est ça, je trouve pas que c'est acheté complètement. C'est ça. C'est un peu comme quelqu'un qui lirait les livres qui vont avec les films, que ce soit Most Wanted ou Catalyseur, etc. Sans voir jamais le film, ben c'est vrai qu'il manque un petit quelque chose. Là, il y a cet aspect-là. Par contre, moi, je peux pas passer par-dessus autant d'incohérences sans... Tu sais, si c'était expliqué un moment donné, ou... Moi, la réflexion, pour donner une image là aux gens qui nous écoutent, la réflexion que je me suis faite, c'est que je veux dire, Timothy Zahn qui lit ce livre-là, là, il fait une crise d'épilepsie. Là, tellement que c'est incohérent. Et ceux qui connaissent Timothy Zahn un peu, c'est le maître du raisonnement, etc. Là c'est plate parce que je trouve que ça... C'est sûr que quelqu'un qui passe par-dessus sans trop y penser, j'imagine que c'est pas très grave. Là. Mais c'est ça, moi j'accrochais, je me disais, ça a donc bien pas de sens. Tu sais, tu risques ta vie inutilement, tu risques ta mission inutilement. Tout ce que tu fais, c'est relativement inutile et c'est évident que ça va être inutile parce que c'est évident que telle chose va arriver. En tout cas, c'est ça. Je suis très très déçu de ce côté-là. Donc, on va passer en mode spoilers. Donc, comme on disait tantôt, si vous voulez vous claquer la lecture avant d'écouter le reste de l'émission, ben vous reviendrez finir l'émission une fois que vous aurez lu. Je pense que vous allez être relativement d'accord avec nous. Mais faut dire qu'on n'a pas tant de stock à lire, à dire dans peut-être un gros spoilers, là, mais c'est ça, c'est pas si énorme que ça la section spoilers. Donc, Cécilie, est-ce que tu voulais commencer peut-être? Est-ce que tu avais des éléments à attaquer en section divulgateur? Je voulais parler du fait que j'ai détesté les séquences entre Vi et c'est quoi son nom déjà? Kat. C'est le général du First Order qui arrive sur Batuu et recherche Vi. Moi, les scènes de torture, honnêtement, c'est pas qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Puis je les ai trouvées très longues. Ils ont des grosses discussions. Moi, j'ai perdu le fil à un moment donné. Ce qui m'a frustrée aussi, c'est quand Leia répond à Vi, parce que Vi réussit à trouver un comlink à distance pour pouvoir l'appeler sans que personne intercepte les fréquences. Vi lui annonce qu'elle a besoin d'aide, un peu mal pris parce que le First Order il est là. Leia lui répond, en d'autres mots, arrange-toi avec tes troubles. Ouais, en d'autres mots, c'est un peu... Oh ouais. Je me souviens pas exactement de qu'est-ce qu'elle a dit, mais quand j'ai lu ça, j'ai fait... Ben, c'est You Are New Home. C'est ça, j'ai fait... Faut que tu te débrouilles. Ouais, ok. Puis, le sujet de départ aurait pu être mieux apprêté, je trouve, parce que je trouvais que l'idée était bonne. On envoie quelqu'un pour rebâtir la résistance, de se trouver des alliés, de se faire un campement, puis de reprendre des forces avant de réattaquer le First Order. Je trouvais que c'était comme une bonne idée de départ, mais là, avec tout ce qui se passe dans le roman, et surtout, peut-être que c'était bon à rajouter dans l'histoire, mais moi, le fait que Archex se sacrifie, moi, je trouve que je l'aurais vu comme...
comment expliquer ça, à être comme l'acolyte de vie après avoir repoussé le First Order à la fin du livre. Mm-hmm. Moi, j'aurais plus vu Zayd se sacrifier parce que je trouvais c'était plus le rôle comique et que finalement, il y a un côté un peu héroïque. Que là, je me serais dit, OK, il se sacrifie, OK, mais là, c'est comme Archex, qui était en plus mon personnage préféré, je trouve, que là, il décide de... il se fait capturer en même temps, mais je sais pas, ça m'a... Ouais, disons qu'il le savait dès le départ quand même. Pour ceux qui l'auraient pas lu, là, il remet même son uniforme rouge, parce qu'on rappelle que dans le premier ordre, c'était un peu comme Phasma, donc un instructeur là, avec un uniforme spécial. Donc la sienne était rouge. Bon, là, on a vu des Stormtroopers rouges un peu partout depuis ce temps-là, mais à l'époque, quand que le livre Phasma est sorti, c'était vraiment c'était unique, là. Il y avait juste Phasma et lui, qui avaient des uniformes différents. Et l'aspect de son sacrifice, puis de sa mort à la fin, je pense que c'est vraiment histoire de donner un aspect dramatique à l'histoire ou de quoi de plus profond. C'est certain que là, de ton côté, t'avais pas lu Phasma. Ben, tu vois, je suis content quand même d'entendre que t'avais apprécié beaucoup ce personnage-là. Parce que c'est ça, dans Phasma, c'est lui le méchant de l'histoire, mais on en vient... Il y a tellement de développement de son histoire qu'on en vient à l'apprécier, justement. Et il finit, non pas par rejoindre la Résistance, mais par affronter Phasma et être défait, évidemment. Sinon, on reverrait pas Phasma. Puis, c'est Vi Moradi qui le sauve. Et c'est ça. Donc, on s'était attaché à ce personnage-là. Tout le monde était très content de le retrouver pour une autre histoire. Fait que c'est ça, le fait. Puis, son rôle dans cette histoire-là est limité. Alors, on l'a pas mentionné dans l'autre partie, mais il est encore très blessé de son affrontement avec Phasma. Là. Je pense qu'il boite. Là. Il a vraiment une jambe pas bien valide. Donc, il fabrique des petits cossins en bois, des jouets en bois. Puis, ah oui, ça c'est un aspect, on l'a pas mentionné, mais c'est fait exprès pour qu'il y a une boutique dans les parcs d'attractions où tu peux acheter des petits jouets en bois. Des petits jouets en bois. Fait que là, faut que tu comprennes que c'est Capitaine Cardinal qui les a gossés. Ça, j'ai trouvé l'idée. En tout cas, au moins l'idée originale, mais bon. Je sais pas si ça va être signé en dessous. Si ça va être écrit Made in China ou Made by Cardinal. Je pense que je vais regarder, mais que j'y aille, là, je vais en prendre un, là, puis je vais regarder en dessous. Ouais, c'est ça. Mais il y a cet aspect-là sur la mort de Cardinal. J'ai trouvé que c'était plate parce que ça signifiait que vraiment on n'allait plus le revoir. Parce que, tu sais, le délai entre les deux livres, de toute façon, est trop court. Vraiment, on peut pas avoir d'autres histoires sauf une histoire quand il était dans le premier ordre. Mais là, vraiment, ça signe la fin des aventures de Archex ou Capitaine Cardinal. Mais c'est ça fait au moins qu'il y a une utilité dans ce livre-là. Parce que sinon, disons que le reste du livre, il est moyennement là. Mais c'est ça, tous ces bouts, là, on voit qu'il a jamais eu d'autre vie que le premier ordre. Il est complètement non fonctionnel au niveau social. Tu sais, il est pas du tout adapté à la vie en dehors de l'aspect militaire, là, que dans le fond, tu te poses pas de questions, tu manges quand on te le dit, tu te laves quand on te le dit, tu te couches quand on te le dit. c'est ça. Fait que tout ça, ça le déstabilise beaucoup. Au fil du roman, il se rend compte que qu'il est pas fait pour ça ou qu'il est pas adapté. Et on l'a pas mentionné, je pense que j'ai oublié de le mentionner, mais le méchant de l'histoire de Black Spire, le capitaine, je pense c'est Cap. C'est-tu capitaine ou lieutenant, en tout cas? Lieutenant, je pense. Lieutenant, hein? Mais bref, c'est ça, c'est l'ancien élève de Cardinal. Donc, c'est un de ses anciens étudiants. Et il a vraiment pris ça comme une trahison. Fait que lui, le fait d'aller capturer l'espionne de la Résistance, il s'en fout un peu. C'est vraiment... Il la déteste parce qu'elle a retourné, entre guillemets, Cardinal. Mais par contre, c'est vraiment là, se venger de Cardinal qui veut par-dessus tout. Fait que c'est ça donne lieu à une finale, là, un combat final entre les deux Stormtroopers, si on peut dire, ou en tout cas soldats du premier ordre. Mais
c'est ça. Moi, il y a cet aspect-là que je suis déçu, on le reverra pas. Mais au moins, ça lui donne une fin épique, là, à la hauteur de ce que lui voulait comme vie. Puis, de toute façon, c'est ça, c'est que il sombre un peu dans la déprime, là, dans ce livre-là, dans le sens qu'il cherche son utilité dans la vie, puis il se rend compte que c'est ça, il sert à rien. Fait que là, finalement, il sert à quelque chose. Sinon, tu vois, côté spoilers, t'as parlé de la torture. Moi aussi, j'ai noté ce bout-là. Je peux pas dire que je sais que tu disais que t'as trouvé ça long un peu, que c'est pas ton dada. Non. Moi, je te dirais que n'empêche, c'est très soft et je te suggérerais en tout cas, je sais pas si tu vas aimer Phasma. Okay. Si t'as pas aimé ce petit bout-là, parce que dans Phasma, c'est non-stop tout le long du livre. En fait, c'est entre je pense que c'est les débuts et les fins de chapitre, là. Fait que dans le fond, il y a la torture, elle parle un peu de ce qu'elle a appris sur Phasma. Il y a la torture, tout le livre, c'est comme ça, là. Fait que ça, tu vas peut-être moins aimer. Mais c'est ça, là, c'est encore présent. Par contre, j'ai trouvé ça... tu sais, parce qu'au début du livre, elle est encore un peu en rémission. Ouais. Tu sais, elle a dit qu'elle est prête, là, mais ça reste que, c'est ça, elle n'est pas encore parfaitement prête. Et au fil du récit, c'est ça, elle se fait capturer, elle se fait torturer. Elle réussit, elle réussit à s'échapper, en fait, c'est son équipe, ses recrues de la résistance qui l'aident à s'échapper. Et il élabore un plan pour que le premier ordre saque son camp de Batuu. Ouais. Et que le premier ordre, en fait, que ceux qui sacquent le camp meurent une fois qu'ils ont sacqué le camp, puis que après avoir envoyé un message, que le premier ordre pense qu'il n'y a rien à faire là. Ouais. Donc, c'est ce qui expliquerait là, comment dire, que la base de la résistance peut se développer un peu plus que ce qu'elle a, elle, dans le livre. Mais c'est ça, et le plan, c'est qu'elle se fasse, là, cette fois-ci, volontairement capturée et encore torturée. Ouais. Là, tu te dis, c'est parce que... Tu sais, je veux bien être une résistance à la douleur, mais tu sais, un moment donné... Ouais, non, c'est un peu... Elle est encore super blessée, tu sais, pis là, écoute, pas de trouble, on retourne se faire torturer. Ouais. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça intense un peu, même si elle sera pas torturée autant que la première fois, là. Mais, c'est ça, Sinon, tu vois, je m'étais noté, j'ai parlé de développement de la résistance. J'ai pas détesté comment c'est amené. J'ai trouvé ça hyper maladroit de sa part. Par contre, j'ai aimé qu'elle se rende compte qu'elle est pas la meilleure dans tout. Donc, elle se rend assez vite compte qu'elle est très incompétente en termes de... j'allais dire peut-être de charisme, ou en tout cas, là, justement, pour pousser le monde à joindre la résistance. C'est une de ses recrues qui va être beaucoup mieux qu'elle pour ça. Zayd, qui est plus un gars de spectacle, c'est ça, quand elle l'a peut-être musicien. Non, quand elle l'a rencontré, il était dans le bar, puis là, il parlait, puis tu sais, il faisait le tour des tables, puis là, il buvait, puis là, les filles étaient toutes un peu sur son charme à lui, puis tu sais, il y avait un côté un peu baveux en même temps. Ouais, elle disait que ça y faisait penser à un musicien. Ouais, c'est ça. Un peu le genre rockstar, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, fait que ça j'ai apprécié qu'elle se rende compte parce que tu sais sinon elle est extrêmement beaucoup de confiance en elle, là, c'est quasiment trop. Fait que là elle se rend compte qu'elle est un peu incompétente dans certaines affaires. Mais tu sais c'est ça, c'est ok, on débarque dans une, j'ai un peu dit tantôt dans l'autre partie, mais on débarque dans une place où est-ce qu'il y a personne de confiance, ou en tout cas moi quand je pense à contrebandiers, pirates et compagnie, c'est-tu à eux que je vais dire « Hey, on recrute pour la résistance? » Surtout, allez pas le dire au premier ordre, là. Ouais. On a une prime sur notre tête, là. C'est ça, c'est comme... T'sais, vous allez avoir une récompense si vous nous dénoncez, mais s'il vous plaît, allez pas nous dénoncer. Non, mais faut... Je veux dire, elle était aucunement subtile. Puis elle en parle surtout à la cantina, à tout son groupe de... Parce qu'elle a fini par travailler pour sa vie comme scavenger. Puis elle va comme... Elle pille un peu le junkyard. J'ai vraiment pas les mots en français, malheureusement, mais la cour à scrap, elle fouille, puis elle ramasse les...
ce qui pourrait être de valeur, mais il y a d'autres personnes avec elle, puis à chaque fin de soirée, ils s'en vont à la cantina prendre un verre, puis directement à la première soirée où ce qui était invité au bar, elle en parle. Ouais. Elle a pas gardé de subtilité, elle sait pas, tu sais... Et elle en parle à voix très haute. Ça, tu sais. Je me souviens bien aussi. Là. Ils l'entendent dans le fond de la salle. Ouais, je veux dire, t'essaies d'être un peu subtil, sachant qu'il y a des smugglers un peu partout qui vont peut-être te stouler, puis appeler... surtout, il y a... C'est quoi le nom? Il y en a un qui est vraiment pas fin avec elle. C'est pas la Wookiee avec Oga, mais l'autre. Ah, ben le bras... Ouais, les gros bras de Oga. Ouais. Je me souviens plus si c'était une espèce haute ou un humain. Ça, c'est une autre espèce. Mais ouais, c'est ça. C'est un... disons qu'il est antipathique. C'est ça, tu sais. On va dire ça comme ça. Je sais que ça, tu parles de ce moment-là. J'ai entendu dire que les gens qui sont qui veulent aller au parc là, ou qui sont allés, là, ils veulent y retourner pour essayer de trouver le passage secret dans les toilettes de la cantina où est-ce qu'elle se fait justement comme kidnapper là, et elle se fait amener à Oga. Qui est, comme je disais tantôt, un peu le mafieux de la place. Là. Donc, ça, j'ai trouvé ça drôle quand je disais complémentaire à la visite du parc. Mais moi, je pense pas qu'il y ait ça. Ça m'étonnerait que ce soit comme dans la construction. Je sais que elle vit, tu la vois, il y a comme une actrice qui est là, qui fait vie. Mm-hmm. Mais de là à ce que ceux qui ont créé le parc aient installé comme un passage secret dans la toilette des femmes. En tout cas, tu t'inspecteras ça. Faut que tu touches partout sur les murs, les petites craques, là, tu cherches un interrupteur à passage secret quand tu vas y aller. Surtout dans les toilettes, c'est le fun de toucher partout sur les murs. Ah oui. En tout cas, bref, il y a cet aspect-là. J'ai pas détesté le bout, tu parlais par contre qu'elle travaille là, parce que c'est ça, elle a pas le choix de se mettre à travailler parce que elle s'est écrasée sur la planète et elle s'est fait piquer la totalité de ses ressources là, parce qu'elle s'en venait construire une base, fait qu'elle avait full ressources, mais elle a tout perdu. Donc elle doit travailler comme n'importe qui, donc elle se trouve une job assez facilement et pilleuse d'épave, un peu comme Ray. Et ça, j'ai pas détesté. Elle trouve des petits des cristals Kyber, tout ça. Là, fait que là, ça fait un lien avec le parc, justement. C'est l'endroit où tu vas construire tes sables laser. Ouais, mais... Si t'as l'argent pour te les payer. Ouais, ça c'est genre 200 US pour faire un sable. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais depuis les nouveaux films de Star Wars avec Disney... les mêmes métiers, les mêmes planètes reviennent, comme Archex vient de Jakku, puis là, il va y avoir un autre roman qui va sortir, Force Collector, le gars, c'est un scavenger de Jakku, puis Archex, c'est un scavenger, puis ça revient tout le temps comme à utiliser... Ouais, je sais pas si c'est un manque de créativité, là, mais t'as raison, effectivement, il y a... Les pilleurs d'épaves, il y en a beaucoup. Puis Zayd, il vient de Tatooine. Ah, tu vois, ça, je me souvenais pas, j'avais pas remarqué ce détail-là. Il en parle vaguement de son passé, là. Il y avait comme une amie, puis là, finalement, l'amie est morte aux mains du First Order, puis elle est obligée de traîner son cadavre après. C'est un peu triste, là. Mais c'est ce que j'ai trouvé plate, parce que là, il y a des personnages qui vont se joindre à elle, à la Résistance. Mais on sait pas grand-chose. Non, c'est ça, on n'a pas... Ben, tu sais, on a le fermier. Ouais. On l'a pas mentionné, mais c'est ça, on a un personnage, c'est un fermier qui la secours, là, dans la forêt où est-ce qu'elle s'évanouit parce qu'elle a été piquée, je pense, par des morts. Avec la grand-mère. Dans la séquence Indiana Jones, là, qu'on mentionnait tantôt. Puis, tu sais, c'est pas juste c'est pas vaguement Indiana Jones, là. C'est Indiana Jones. On est vraiment dans le temple perdu. Là, il manque juste la boule qui tombe dans le dos, puis qu'elle se sauve avec l'idole dorée. Là, mais c'est ça, il y a ce fermier-là, elle recrute la petite mécanicienne que je parlais tantôt, la Chadrafan, avec une voix atroce, qui, comme par hasard, se retrouve à être une super bonne technicienne, encore une fois, et autant mécanique qu'informatique. Donc
c'est vraiment impressionnant dans Star Wars à quel point ça a l'air vraiment pas compliqué, la mécanique puis l'informatique. Là. Il y a vraiment quelque chose, là. Bon. Et qu'est-ce qu'on a? On a Zayd aussi, là, comme on disait tantôt, le Jake Peralta de l'histoire. Il y a Yelna à la fin qui finit sur Yelna comme son nom. Ouais, sa collègue, là, si on peut dire. Elle avait pas... Moi, honnêtement, quand elle a... Parce qu'elle a été décrite un peu au début du roman, elle a quel âge? C'est un peu bizarre comme question, mais elle finit par sortir avec Dolin, le fermier. C'est parce que lui, il a 25. Mais ça, à ce que j'ai compris, elle était dans la quarantaine. Ouais, c'est très possible. J'ai pas fait attention, honnêtement. Je trouvais que l'écart d'âge était assez intense. Ouais, mais ça, écoute, Cécilie, c'est à cause de ton âge à toi, là, en particulier. En grandissant, tu vas voir l'écart d'âge, ça... Ouais. J'ai dit en grandissant exprès. Là, ouais, mais parce que lui, il est proche de mon âge. Je pense qu'il est considéré comme 25 ans. J'ai 24. Fait que moi, je me dis, sortir quelqu'un de 40 ans. Ouais, mais je pense même plus. Moi, j'aurais donné plus fin quarantaine dans cinquantaine. Mais tu vois, j'étais allé au mariage récemment d'une amie que l'autre avait carrément le double de l'âge. Oh, donc, c'était 23 contre 46. Donc, c'est ça. OK. Bref, on les salue. mais c'est ça. Donc, j'ai pas... Il y avait un petit côté, tu sais, plusieurs fois au cours du récit, Vi, elle élimine des Stormtroopers. Hein, parce que le capitaine... j'allais dire capitaine encore, le lieutenant Kat, il a la mission de venir... ils ont eu comme info que Vi était sur Batuu. Oh, grosse surprise, vu qu'elle crie un peu partout. Puis, fait que là, il y a la mission de venir l'accueillir avec une vingtaine de Stormtroopers. Et là, au fil du récit, on peut carrément décompter combien de Stormtroopers il reste sur place parce qu'elle arrête pas d'en tuer. Mais c'est ça, à d'autres occasions, là, faudrait surtout pas tuer, faudrait surtout pas... Fait que moi, c'est ça, l'aspect incohérence là-dessus, c'est parce qu'ils ont un casque, là, que les autres, on les tue sans problème, mais là, les autres, faut pas les tuer, ou... En tout cas, ça, j'ai trouvé ça un peu tannant. On peut peut-être parler de l'épilogue, à moins que t'avais-tu autre chose avant de parler de la fin. L'épilogue, moi, au fil du récit, je me demandais justement où est-ce que ça s'en allait, dans le sens où on sait que si tu vas au parc, tu vas croiser Kylo Ren. Tu vas croiser le premier ordre puis pas juste ce lieutenant-là avec 2-3 troopers. Ils sont bien présents, puis là, ils interrogent le monde, etc. Donc, je me demandais où est-ce que ça s'en allait. Et ce que je trouve, dans un sens dommage, c'est que l'épilogue, c'est justement que le premier ordre retourne sur Black Spire, malgré toute la stratégie qui avait fonctionné en plus, parce il s'était débarrassé de tous les soldats du premier ordre, du lieutenant, etc. Il avait envoyé un message à leur supérieur du premier ordre, comme quoi il y avait personne, la résistance n'était pas du tout sur Batuu, puis que ça avait aucun intérêt pour le premier ordre, cette place-là. Et leur navette a explosé, comme prévu, ça a explosé, mais dans le fond, en simulant un problème mécanique. Donc vraiment, là, le premier ordre, sur le coup, a cru à ça, mais par après, ils finissent par se repointer. Fait que là, tu te dis, OK, ils ont tous fait ça pour rien. Puis tu sais, Cardinal est mort pour rien. Archex est mort pour rien. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Par contre, c'est ça, là, ça explique la présence d'un acteur déguisé en Kylo Ren sur le site du parc. Parce que je veux pas... quand même que dans l'épilogue, on amène la réponse comme quoi elles sont là, parce que c'est très clair qu'il y aurait pas juste Billy Moradi au parc avec Rey, puis Chewbacca, puis quelques comme animateurs qui sont considérés comme étant des résidents de Batuu. Ouais, puis moi, tu vois, cet épilogue-là, puis en passant, je l'ai pas dit, là, mais pour ceux qui écoutent, il y a rien d'extraordinaire qui se passe dans le sens que c'est juste que Vi est à sa base, puis son équipe, on apprend qu'elle a grossi, etc. Et là, ils entendent que le premier ordre est là, fait que OK, go, c'est la guerre. Par contre, c'est ça, cet épilogue-là, additionné aux 3 livres,
aux 5 comics de Galaxy's Edge, à l'investissement hallucinant de Disney dans ces parcs-là. Fait que tout ça, je crois de plus en plus, je croyais pas vraiment au début, mais là, vraiment, de plus en plus, je crois qu'on va voir Black Spire, où on va au moins en entendre parler dans le film, dans l'épisode 9. Parce que là, en plus, avec Kylo Ren qui y va, je me suis dit, en tout cas, pour l'épisode 9, ça s'enligne pour une espèce de course, un peu, course-poursuite vers un ou plusieurs MacGuffin, ou en tout cas, évidemment, il y a beaucoup de rumeurs, on va pas tomber dans les spoilers de l'épisode 9, mais vraiment, là, s'il y a absolument aucune référence à Galaxy's Edge dans l'épisode 9, je vais me dire, mais pourquoi avoir fait ça sur une planète qu'on connaît pas? Vous pouviez pas faire ça sur une des planètes qu'on voit dans le film, je veux dire, en tout cas. Donc, pourtant, pour l'instant, les deux pubs qu'on a eu de l'épisode 9, on voit vraiment rien qui peut nous faire penser à cela, à part peut-être les séquences dans la jungle. On voit qu'à un moment donné, Rey et Leia, tout ça, sont dans la jungle. Ça pourrait peut-être être ça. Mais c'est ça, parce que là, tu sais, Kylo Ren débarque, puis il débarque pour chercher qui, quoi. On s'entend qu'il vient pas juste pour Vi Moradi. Donc, et c'est précisé que c'est le suprême leader Kylo Ren. Hein, c'est vraiment... fait que c'est ça, c'est pas mauvais. Je trouve que ça rattache le livre aussi à l'histoire actuelle, puis ça nous crée une certaine anticipation pour le film. Mais vraiment, là, s'il n'y a aucune référence dans le film, je vais me dire, mais qui ça se parle pas, là, les vases sont pas communicants chez Disney, là, tu sais, t'injectes des centaines de millions dans de quoi, puis bon, pas grave. Fait que c'est ça. Au début, j'y croyais pas vraiment quand ils ont lancé le projet de Galaxy's Edge, mais là, à mesure que les récits se bâtissent, j'ai l'impression qu'ils nous bâtissent tout ça pour ça. Un peu comme avant l'épisode 7, il y avait eu plein de livres aussi. Avant l'épisode 8, il y en avait eu quelques-uns aussi. Donc, on va voir si on a d'autres références aussi dans les... Il reste quoi, deux ou trois livres à sortir avant l'épisode 9? En rapport, là, avec l'épisode 9? Moi, il y a... il y a la Résistance qui sort. Rise of the Resistance, puis Resistance Reborn. Ouais, fait Sparks of the Resistance, Resistance Reborn, et il y a celui que tu parlais tantôt, Force Collector. Ça, c'est plus avant The Force Awakens, ça se passe. Sur Jakku. Ah oui, c'est vrai. Ouais, avant l'épisode 7. Ouais. Mais c'est ça, peut-être qu'on va avoir des références encore à Galaxy's Edge là-dedans. Mais... Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ils veulent... S'ils nous bâtissent tout cet univers-là, avec les personnages récurrents dans tous les films et comics, tous les livres et comics, ben c'est pas pour rien, puis on va en entendre parler dans d'autres affaires. Mais je pense que là, c'est une parenthèse par rapport à Crush of Fate puis Force Collector. Dans Force Collector, on suit le personnage, on connaît pas son nom encore, mais c'est un jeune scavenger de Jakku qui comme, en apprend sur les voies de la force et tout. Et dans A Crush of Fate, le personnage de Jules tombe sur un jeune homme scavenger qui se faisait attaquer dans la rue. Et je sais qu'ils ont dit son nom, mais je me rappelle plus de son nom exactement. Dans Crush of Fate, ils le disent. Jules le sauve et le jeune homme le remercie il dit « May the force be with you », que la force soit avec toi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ce personnage-là, en plus, on le voit 2 fois. Je me dis en même temps, s'il est là, pis que c'est pas le personnage dans Force Collector, je comprends pas pourquoi il est là. Parce qu'il y a aucun lien avec le récit. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que l'auteur de Crush of Fate voulait faire comme une petite promotion d'un prochain livre de Star Wars qui allait sortir, de Force Collector. Ouais, c'est correct aussi, là. Moi, je dis ça depuis tantôt, c'était pas nécessairement négatif non plus. Une des choses que j'avais beaucoup aimé dans tout ce qu'ils ont rebâti là, dans les environs de l'épisode 7 et 8, c'est le personnage de l'amiral Ray Sloane qu'on a vu dans un comic sur Kanan, qu'on a vu dans un livre sur Kanan, qu'on a vu dans la trilogie de livres Aftermath. Je pense qu'il y avait une nouvelle
aussi sur elle, donc elle pendant la bataille de Endor, donc pendant l'attaque de la deuxième Death Star. Fait que tu sais, c'est ça, moi j'aime bien cet aspect-là qu'on retrouve les mêmes personnages, ou en tout cas au moins une petite référence. Il y avait Gallius Rax aussi, on parlait du livre Phasma tantôt. Gallius Rax est présent dans Phasma, c'est un personnage qui était apparu dans la trilogie Aftermath. Donc, c'est ça, on va voir, j'ai l'impression qu'ils vont bâtir. Vi Moradi, je serais pas surpris qu'on la revoie. Ouais. Parce que au-delà de nos critiques d'aujourd'hui, quand on se promène un peu sur Internet, on se rend compte que le livre n'a pas été détesté partout. Il y a quand même des bonnes critiques pour certains. Donc, c'est pas un livre là, vraiment à cracher dessus complètement. Moi, je dis, faut lui donner la chance. Mais attendez-vous pas à du Timothy Zahn parce que on n'est pas là-dedans du tout. Mais pas du tout. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais parler en spoilers? Ben écoute, je pense que c'est ce qui va conclure notre émission d'aujourd'hui. On en a dit quand même pas mal. En plus, moi, je vais avouer que au fil de ces 3 livres-là et de ces comics-là, dont j'arrête pas de parler, là, mais la série de comics, ils ont quand même réussi à créer un petit intérêt pour moi qui, avant ça, j'avais zéro intérêt pour les parcs Galaxy's Edge. C'est tout un concept là, que je comprenais pas où ils voulaient en venir avec ça, puis pourquoi il fallait faire une nouvelle planète avec une nouvelle place, du nouveau monde, des nouveaux personnages, etc. Donc, mais c'est ça, avec tout ça, ils ont réussi, je trouve, à bâtir un certain intérêt. Fait que je dis aux fans de Star Wars de pas vous en priver, mais c'est ça, de pas vous attendre aux meilleurs livres que vous aurez lus de l'univers Star Wars. Donc, en conclusion, Cécilie, si on veut te rejoindre pour des questions, des commentaires, comment on fait? Je dirais Discord. Je suis pas très... Tu sais, j'ai pas un Twitter, Instagram, je m'en sers pas. Fait que je conseillerais les gens, si vous connaissez un peu comment fonctionne Discord, vous avez simplement à choisir une catégorie, par exemple film. Vous écrivez @ Cécilie. Et vous allez pouvoir cliquer sur moi et écrire la question et moi je vais pouvoir y répondre, je vais avoir une notification. Ou sinon, vous pouvez poser votre question directement par messagerie sur la page Facebook et la personne qui s'occupe de Star Wars en direct de la page va pouvoir me transférer directement le message. Parfait. De mon côté, oui, un peu comme toi, Discord. Sinon, sur Facebook aussi, j'essaie de suivre les commentaires, les discussions. Même chose sur YouTube aussi, les commentaires sur ceux qui prennent nos émissions sur YouTube. Contrairement à d'autres, je suis pas sur Twitter par contre. Mais on rappelle, là, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions là, sur tout ce qu'on vient de discuter aussi par email à studio@starwars.direct. Donc en bon vieux courriel, là. Je sais que ça aussi pour des plus jeunes on sonne comme des dinosaures, là, mais ça fonctionne encore. On n'a pas de fax par contre. Donc on n'est pas si dinosaures comme ça. Je sais que ça fait beaucoup rire les plus jeunes là, quand on parle de fax. Donc, on n'a pas de numéro de fax à vous donner. Mais, fait que c'est ça. Vous pouvez aller sur l'article de l'épisode sur notre site Star Wars en direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, Instagram, sur YouTube. N'hésitez surtout pas à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs et pour participer en live aux enregistrements. Donc, vous pouvez nous rejoindre, comme disait Cécilie, sur Discord. Donc, même si c'est une application que vous n'avez jamais utilisée, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et c'est le fun. On est déjà quand même une bonne gang là-dessus. Donc, puis c'est autant sur ordinateur que sur téléphone mobile. Donc, vous pouvez, un peu comme, je sais pas, Messenger ou n'importe quel sur Facebook, d'aller avoir des notifications de messages, etc. Fait que c'est bien le fun. Vous pouvez aussi montrer vos couleurs en vous dirigeant sur notre boutique pour vous procurer des t-shirts et produits dérivés de Star Wars en direct à starwars.direct/boutique. On vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur différentes plateformes, iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts, Apple Podcasts et évidemment, comme on disait tantôt, sur YouTube. Encore une fois, on remercie nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et de la part de Cécilie et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.
Et on vous dit, comme d'habitude, que la force soit avec vous.